Bonjour à tous, voici donc le chapitre 8 de ce cours d'Unix. Nous allons parler aujourd'hui du Bourne-Again Shell. Je diviserai mon intervention en 6 points. Premier point, nous allons rappeler ce qu'est un shell. On l'avait dit à l'époque, le rôle essentiel du shell, on dit aussi interpréteur de commande en français, c'est de jouer l'interface entre Unix et l'utilisateur. Et à ce titre, on avait simplifié en disant que finalement, le shell, ça pouvait être vu comme la console. Puisque dès qu'on veut demander à Unix d'exécuter une commande, on tape la commande au niveau de la console et le résultat s'affiche sur la console. Donc la console, c'est bien le relais entre nous et Unix. Alors en fait, plus précisément, ça n'est pas réellement la console, mais c'est quand même un programme qui tourne derrière la console. Donc j'insiste, dès que je tape une commande, par exemple la commande cal, il y a derrière ma console un shell qui va demander à Unix d'exécuter la commande cal. Unix exécute la commande et le résultat est fourni au shell qui donc l'affiche sur la console. Donc shell vraiment relais entre nous et Unix. Mais c'est bien plus que ça. Et en effet, le shell possède beaucoup plus de rôles. Certains, on les a déjà étudiés, notamment le fait que le shell permet de gérer une historique des commandes avec les flèches de direction au bas. Vous voyez que quand j'appuie sur les flèches au bas, je récupère les commandes précédemment tapées. Le shell permet également la complétion automatique des chemins en appuyant sur la touche Tab. Vous voyez que par exemple, si je tape cd/ho, j'appuie sur Tab et le shell complète automatiquement avec ce qu'il est possible de compléter, c'est-à-dire dans le cas présent, ME. Donc ça, c'est un mécanisme géré par le shell. Le shell permet également de gérer des alias, c'est ce que l'on verra en TD. Ça permet de donner des surnoms à des commandes Unix, notamment des commandes Unix qui sont longues. Donc plutôt que d'avoir des commandes longues à taper, on donne des surnoms plus courts. C'est ce que l'on verra durant ce cours. Le shell permet de gérer des variables. Comme on gère des variables au sein d'un programme C, d'un programme Pascal, d'un programme Fortran, il y a des mécanismes puissants d'interprétation et de substitution. Ça va être le point crucial de ce cours. Et puis, on va être capable, grâce au shell, d'écrire des programmes. Mais non pas des programmes écrits en C ou en ADA, mais des programmes écrits à base de commandes Unix. C'est ce que l'on appelle des scripts shell. Et donc, c'est le shell qui va gérer l'exécution de ce type de programme. Donc, on le voit, comme on peut déclarer des variables, comme on a des mécanismes permettant d'accéder au contenu des variables, et comme on va pouvoir rédiger des programmes, finalement, le shell, c'est un mini-langage de programmation. Un peu comme le langage C. C'est ce que l'on verra lors du dernier chapitre, le chapitre 9. Alors, des shells, on en a tout un tas. En effet, le shell, c'est un programme parmi tous ceux qui existent sur une distribution Linux. Et donc, il y a tout un tas de shells différents, plus ou moins évolués. Alors, le premier shell qui a existé sur la planète Unix s'appelait le shell de Bourne, qui a été rédigé par Steve Bourne, d'où le nom du shell. Ensuite, on a eu en 1983 le shell de Korn, KSH. On a plein d'autres shells, le C-shell, le Z-shell, le Dash-shell. Et puis le shell le plus évolué, le plus puissant, si je puis dire, s'appelle le BASH, le Bourne-Again Shell. Il est installé par défaut sur toutes les distributions Linux et il a été conçu, il a été rédigé par ce monsieur, Brian Fox, dans le cadre du projet GNU. Donc le Bourne-Again Shell, c'est un logiciel libre qui est donc gratuit. Alors peut-être un petit mot sur le nom de ce shell, pourquoi Bourne-Again Shell. Le BASH a été vu comme la renaissance du shell de Bourne. Et en anglais, renaissance se dit born again. Donc là, vous voyez, born again, Bourne again, renaissance du shell de Bourne. Le jeu de mots est tout à fait hilarant. Alors ce shell, nous allons pouvoir le configurer. Autrement dit, on va pouvoir configurer notre session de travail de manière automatique. Alors avant toute chose,
il faut distinguer deux manières de se connecter sous Unix. La première manière, c'est ce que l'on appelle via un shell de login. C'est quand on se connecte directement en mode console, sans passer par l'interface graphique. Donc c'est ce que, a priori, vous ne faites pas, puisque vous avez majoritairement installé des machines virtuelles qui démarrent sur l'interface graphique. Et donc, si vous ouvrez une console à partir de cette interface graphique, vous n'êtes pas dans le cas shell de login. Je le répète, shell de login, c'est quand on se connecte directement en mode console. Par exemple, par l'intermédiaire d'un terminal vert. Ce que vous faites sans doute, c'est sans doute le deuxième cas de connexion. On appelle ça par un shell non de login. C'est quand on se connecte sur l'interface graphique ou alors quand on ouvre une console texte, un terminal texte à partir de la console graphique. Donc là, vous voyez, moi là ici, j'ai une console graphique, mais comme elle a été ouverte à partir de mon interface graphique, je suis dans un cas shell non de login. Alors il est important de faire la distinction entre les deux puisque dans les deux cas, le processus de configuration automatique est différent. Alors, quels sont ces fichiers qui vont permettre d'automatiser la connexion? Alors ce sont des fichiers texte, hein, on l'a dit, sous Unix, l'immense majorité des fichiers de configuration sont de simples fichiers texte. Et donc là ici, on a un fichier qui s'appelle /etc/profile, qui est un fichier de configuration collectif. C'est-à-dire que ce fichier-là sera exécuté dès que n'importe quel utilisateur se connecte. Mais attention, se connecte dans le cas d'un shell de login. Si on fait une connexion avec un shell non de login, ce fichier-là n'est pas exécuté. Donc vous voyez, ce fichier-là contient des commandes Unix. Et donc, des commandes Unix exécutées automatiquement à la connexion, dans un cas shell de login. Alors vous voyez, c'est par exemple là ici qui est défini la boîte mail de l'utilisateur. C'est là ici qui est défini le login de l'utilisateur. Donc vous voyez des instructions exécutées automatiquement à chaque connexion. Donc à chaque connexion, les commandes contenues dans ce fichier texte sont exécutées. Donc là, fichier collectif, on n'a pas le droit de le modifier. Il n'y a que l'administrateur qui puisse le modifier. Par contre, le second fichier, eh bien lui, voyez, tilde là ici, c'est un fichier qui est situé dans notre répertoire personnel, qui s'appelle .bashprofile. Alors, vous voyez, le nom commence par un point, ça veut dire que c'est un fichier caché. Donc, pour le faire apparaître avec la commande ls, il faut utiliser l'option A, hein, A comme all, qui permet de faire apparaître tous les fichiers, y compris les fichiers cachés. Donc là, c'est un fichier qui nous est personnel, et donc on peut le modifier comme on le souhaite. Et donc le principe est le même, à chaque connexion en shell de login, eh bien, les instructions contenues dans ce fichier sont exécutées automatiquement. Alors vous voyez là ici, j'ai mis un exemple de fichier .bashprofile. Que va-t-il se passer quand le propriétaire de ce fichier-là va se connecter? Eh bien, vous l'avez deviné. Dès que le propriétaire va se connecter, à l'écran, va s'afficher le message Vive Unix, et puis la commande OU va s'exécuter. C'est-à-dire que la liste des utilisateurs connectés va s'afficher. Et puis enfin, dernier fichier de configuration qui sera lu, c'est à nouveau un fichier de configuration personnel situé dans notre répertoire de connexion qui s'appelle .bashrc. Alors lui, sa grande différence par rapport au précédent, c'est qu'il est exécuté à chaque nouveau shell, qu'on soit dans un shell de login ou dans un shell non de login. Donc quand on se connecte en mode graphique, c'est le seul fichier qui soit lu. Et donc quand on ouvre une console à partir du mode graphique, eh bien c'est aussi le seul fichier qui soit lu. Donc .bashrc, fichier de configuration personnelle exécuté à chaque nouvelle connexion, en shell de login ou pas. Alors là, on vient d'automatiser des actions à la connexion. Il est également possible d'automatiser des actions à la déconnexion, c'est-à-dire quand on ferme sa session. Et donc dans ce but-là, on a un fichier personnel qui s'appelle .bashlogout. Et donc les instructions contenues dans ce fichier-là seront exécutées automatiquement dès que l'on fermera notre session en mode shell de login.
point suivant, point crucial, les variables du shell. Alors en effet, le shell permet de gérer des variables. Premier type de variable, c'est ce qu'on appelle les variables d'environnement. Alors ces variables-là, elles sont créées et initialisées par Unix dès que l'on se connecte. Alors en effet, dès qu'on ouvre une session, eh bien Unix va créer et affecter tout un tas de variables qui vont notamment décrire la configuration de la session de l'utilisateur. Alors ces variables, on les obtient à l'aide d'une... quelques exemples de variables qui existent. Donc dès qu'on se connecte, Unix va créer une variable qui s'appelle langue, qui va désigner la langue utilisée au niveau de notre session, français, anglais, chinois, mandarin. Et, on a vu tout à l'heure que Unix initialise également la variable mail, qui contient le chemin de notre boîte aux lettres, si jamais le serveur Unix héberge un serveur de messagerie. La variable logname est initialisée avec notre login. La variable home contient le chemin de notre répertoire de connexion, etc., etc. Donc des variables créées et initialisées automatiquement. Quel est l'intérêt de ça? Imaginons qu'on lance LibreOffice pour créer un document traitement de texte. LibreOffice, en tant qu'auteur, marquera que l'auteur, c'est vous. Alors, comment LibreOffice connaît-il votre login? Eh bien, ce n'est pas dû à une opération du Saint-Esprit, c'est parce que LibreOffice sait que dans la variable logname, Unix a placé votre login. Donc, LibreOffice a été consulter cette variable-là pour savoir qui est la personne connectée et donc qui est l'auteur du document qui est rédigé. Quand on enregistre un document sur LibreOffice, LibreOffice propose par défaut d'enregistrer ce document dans notre répertoire personnel. Comment LibreOffice connaît-il notre répertoire personnel? LibreOffice a été consulter la variable home, qui contient le chemin absolu de notre répertoire personnel, etc., etc. Alors ces variables d'environnement, on peut les consulter avec une commande Unix qui s'appelle env. Démonstration. Je tape env et voyez, toutes les variables d'environnement définies au niveau d'Unix s'affichent sous la forme variable égale contenu. Donc là, je vois bien que logname est affecté avec mon login. Alors à partir de cette session, on va se poser le défi suivant, la mission suivante. Comment afficher le contenu d'une variable précise? Parce que là, vous voyez, env, ça affiche toutes les variables d'environnement. Il y en a un certain tas. Moi, je veux afficher le contenu d'une variable précisément. Par exemple, la variable home. Alors, on a vu déjà à de nombreuses reprises que on a sous Unix une commande qui s'appelle echo, qui permet d'afficher une chaîne de caractères à l'écran. Donc là, quand je tape echo bonjour les amis, la chaîne de caractères bonjour les amis s'affiche à l'écran. Donc je me dis avec echo, je vais pouvoir afficher des choses. Et là, c'est ce que je souhaite faire. Je souhaite afficher le contenu de la variable home. Donc je me dis, tiens, si je tape echo home, je vais afficher le contenu de la variable home. Alors vous vous en doutez, non. Echo home, echo, ça affiche le texte situé à côté. Donc home a été pris comme la chaîne de caractères HOME. Donc là, Unix n'a pas compris que je voulais faire référence au contenu de la variable home. Home a été pris comme une simple chaîne de caractères. Donc ce résultat d'affichage, vous pouvez le noter là ici sur le support de cours en page 16. Echo home, ça affiche la chaîne de caractères home. Ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Moi, ce que je veux, c'est le contenu de la variable home. Et bien donc, pour accéder au contenu d'une variable, on a un mécanisme sous Unix qui s'appelle la substitution de variable. Et pour donc accéder au contenu d'une variable, il faut mettre un $ devant le nom de cette variable. Donc $home, là ça veut dire le contenu d'une variable qui s'appelle home. Donc là, home n'est plus du tout considéré comme une chaîne de caractères. Home est considéré comme une variable dont on veut le contenu. Et donc, s'affiche bien le contenu de home, c'est-à-dire le chemin absolu de mon dossier personnel.
Donc pour que ça fonctionne, il faut mettre un dollar devant le home. Et donc vous pouvez remplir là ici le résultat de cette commande. Alors donc, comment afficher le contenu de la variable home? Eh bien, on met en œuvre la substitution de variables en mettant un dollar devant le nom de la variable. Dollar toto, ça veut dire le contenu de la variable toto. Alors, pour bien comprendre ce mécanisme et tous les mécanismes qui vont suivre, je pense qu'il est indispensable de bien voir comment Unix exécute une commande qu'on lui soumet. Alors en effet, il y a deux temps, et notamment le premier temps dont on n'a pas conscience, c'est que avant d'exécuter une commande Unix, eh bien Unix va analyser la commande en question et va réaliser toutes les substitutions contenues dans cette commande, notamment les substitutions de variables. Et ce n'est ensuite que dans un deuxième temps que cette commande ainsi modifiée sera exécutée. Prenons l'exemple de notre echo $home. Unix va donc analyser la commande. Et là, tiens, Unix va se dire $home, on met en œuvre le mécanisme de substitution de variables. Donc, Unix va réaliser la substitution correspondante et va transformer la commande de ceci en ceci. En effet, $home est substitué, d'où le nom de substitution. $home est substitué par le contenu de la variable home, par /home/Gaston, par exemple. Donc la commande est transformée de ceci en ceci. Il y a bien une substitution, un remplacement. Ceci est remplacé par ceci. Et donc, dans un deuxième temps, eh bien, c'est cette commande ainsi modifiée qui est exécutée. Donc, echo chaîne de caractères, eh bien, la chaîne de caractères s'affiche à l'écran. Alors, parmi les variables d'environnement, il y en a une qui est cruciale. C'est une variable qui s'appelle pass. Pass comme chemin en anglais. Alors, en effet, cette variable contient une liste de répertoires qui sont utilisés quand on demande l'exécution d'une commande sans en préciser le chemin. Démonstration. Là, ici, quand je tape ls, ça fonctionne. Ça m'affiche le contenu de mon dossier courant. Pourtant, ça ne devrait pas fonctionner. Puisque là, vous voyez, ls, j'utilise un chemin relatif. Ça veut dire j'exécute l'exécutable ls situé dans mon dossier courant. Or, dans mon dossier courant, vous pouvez regarder, il n'y a aucun exécutable ls. Donc, Unix devrait me dire, ls trouve pas, puisque ls n'est pas dans le dossier courant. Or, ça fonctionne quand même. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que quand on demande l'exécution d'une commande brutalement sans dire où elle se trouve, eh bien, Unix va rechercher la commande en question dans tous ces répertoires-là. Alors, démonstration. Avec la commande whereis, on peut localiser la commande ls. Whereis indique dans quel dossier se trouve un exécutable. Donc là, whereis nous dit que ls est contenu dans le dossier bin, sous la racine. Bin comme binaries. Et whereis nous indique également où est située la page de manuel concernant ls. Mais ça, c'est le plus important. Donc, ls est contenu dans /bin. Donc, quand je vais demander l'exécution de ls, comme là ici, je ne précise pas où est situé ls, eh bien Unix va chercher ls dans tous ces répertoires-là. Est-ce que ls est dans ce dossier-là? Non. Est-ce que ls est là-dedans? Non plus. Est-ce que ls est là-dedans? Non. Est-ce que ls est dans /usr/bin? Non. Est-ce que ls est dans /usr/bin? Non. Est-ce que ls est dans /sbin? Non. Est-ce que ls est dans /bin? Oui. Donc là-dedans, Unix va trouver l'exécutable ls, et donc Unix sera capable d'exécuter ls. Tout le monde y est? Poursuivons le raisonnement. On va faire une copie de ls sous le nom de Zébulon dans le dossier courant. Donc là, vous voyez, dans mon dossier courant, j'ai un nouveau fichier qui s'appelle Zébulon, qui est donc la copie de ls. Donc Zébulon, c'est un exécutable, puisque c'est la copie de ls. Je vais demander l'exécution de Zébulon en tapant Zébulon. Et là, que se passe-t-il?
Eh bien rien. En effet, c'est toujours le même principe qui s'applique. Quand on demande l'exécution d'une commande sans préciser le chemin, eh bien Unix va chercher la commande en question dans les répertoires contenus dans la variable pass. Donc Unix va chercher Zebulon là-dedans, trouve pas non plus, trouve pas. Donc Unix dit commande introuvable. Donc là, vous voyez, ça peut surprendre, ce mécanisme fonctionne même pour les commandes qui sont contenues dans le dossier courant. Là, Zebulon est dans le dossier courant, et pourtant, Unix ne la trouve pas, puisque c'est ce mécanisme-là qui s'exécute à tous les coups. Alors, comment faire pour que ça fonctionne ? Il y a deux solutions. La première solution, c'est de modifier la variable pass pour inclure dans la variable pass le dossier qui contient Zebulon. C'est ce que l'on verra en TD. Deuxième solution, c'est de préciser un chemin complet, c'est-à-dire de localiser la commande, de dire je veux exécuter l'exécutable Zebulon situé dans le dossier courant, donc fournir un chemin complet. Alors quel serait un exemple de chemin complet ? Eh bien on pourrait avoir par exemple // Zebulon. Là je dis bien j'exécute le Zebulon dans le dossier courant. Et comme je localise précisément Zebulon, eh bien la variable pass n'est plus analysée. Et là, vous voyez, ça fonctionne. Autre type de variable, c'est ce que l'on appelle les variables locales. Alors là, c'est les variables qu'on va créer, comme on crée des variables dans un programme C. Alors comment crée-t-on une variable sous Unix ? Eh bien, sous Unix, contrairement au langage C, on ne type pas les variables et on ne les déclare pas, on les utilise directement. Donc si par exemple je tape au niveau de la console var égale Unix, eh bien je crée une variable qui s'appelle var et qui contient le contenu Unix. Alors attention, jamais d'espace là ici de part et d'autre du égal, sinon l'affectation ne se fait pas bien. Donc ça y est, j'ai créé une variable var qui par défaut est de type chaîne de caractères, qui contient la chaîne de caractères Unix. Si je veux afficher le contenu de cette variable, eh bien, par exemple, je peux utiliser echo, et attention, echo $var, pour accéder au contenu de var. Et donc, s'affiche Unix. Alors attention sur ce $. Vous voyez que le $ n'est utilisé qu'en lecture, quand je veux accéder au contenu d'une variable. Mais quand je veux affecter une variable, c'est-à-dire l'utiliser en écriture, il n'y a pas de $. Là, je n'ai pas marqué $var égale Unix. J'ai marqué var tout court. Mais par contre, pour accéder au contenu en lecture, là, il faut un $. Méfiance, le $ n'est pas systématique. En écriture, non, mais en lecture, oui. Et puis enfin, dernier type de variable, c'est ce qu'on appelle les variables spéciales. Là aussi, ce sont des variables qui sont gérées par Unix, donc on n'a pas à s'en occuper. Par exemple, $. Cette variable contient le code de retour de la commande Unix qu'on vient de taper. Alors en effet, toute commande Unix renvoie un entier qu'on appelle un code de retour qui indique si l'exécution s'est déroulée correctement ou pas. Alors vous allez me dire, ça ne sert à rien, puisque si la commande échoue, on a un message d'erreur à l'écran. Effectivement, vous avez raison, mais cette indication d'échec et de succès est doublée par l'intermédiaire de ce code de retour. Alors, on a une tradition Unix qui est respectée systématiquement par toutes les commandes Unix. Si une commande Unix renvoie un code de retour égal à 0, c'est qu'elle a réussi. Tandis que si elle retourne un code de retour différent de 0, c'est qu'elle a échoué. Et donc, ce code de retour est contenu dans la variable $. Exemple, j'utilise la commande cal qui affiche à l'écran le calendrier. Donc cette commande-là réussira toujours. L'affichage du calendrier sera toujours possible. Je vais regarder le code de retour. Donc cal a mis son code de retour dans cette variable-là. Et voyez, eh bien, le code de retour est égal à 0. Ça veut dire que la commande que j'ai tapée juste avant a réussi. Maintenant, je vais taper une commande qui va échouer. Donc je vais me placer dans ce répertoire-là qui n'existe pas. Donc bien entendu, j'ai un gros message d'erreur. Et si je regarde le code de retour,
eh bien je vois que le code de retour est différent de 0. Il est égal à 1. Donc ça veut dire que la commande précédente a échoué. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, code de retour sert à rien, puisque effectivement on a des messages d'erreur si ça échoue, et puis si ça réussit, on n'a pas de message d'erreur, donc c'est que ça a réussi. Alors néanmoins, on verra que ce code de retour, on en aura besoin quand on va rédiger des scripts shell. Donc il est important de le connaître. Et puis enfin, deuxième variable spéciale, c'est une variable qui s'appelle $$, qui contient le PID du shell courant. Ça peut être utile dans certains cas. Dernier point sur ces variables, c'est quand on veut faire des calculs numériques. Alors en effet, on a dit tout à l'heure que par défaut, une variable était typée chaîne de caractères. Ça va poser problème dès qu'on va vouloir faire des calculs. Exemple. Supposons que dans une variable pif, je veuille stocker le résultat de l'opération mathématique de l'addition 2 plus 3. Donc je me dis, tiens, je vais faire pif égale 2 plus 3. Et donc dans la variable pif, je vais stocker le résultat de 2 plus 3. Alors la commande est acceptée, donc il n'y a pas d'erreur. Mais que contient pif? Echo $pif. Eh bien, vous voyez, pif contient la chaîne de caractères 2, 3. Alors en effet, Unix n'a pas compris que là ici, je faisais référence à l'opération mathématique de l'addition. En effet, dans une variable Unix, par défaut, on stocke une chaîne de caractères. Donc Unix considère tout ce qui suit le caractère égal comme une chaîne de caractères. Donc là, Unix a considéré comme ceci, comme la chaîne de caractères 2, 3. Alors comment faire comprendre à Unix que ça, c'est pas une chaîne de caractères, mais que c'est une opération mathématique? Eh bien, on a une syntaxe un peu compliquée, qui est la syntaxe $parenthèse. Et donc, tout ce qui est situé entre les deux parenthèses sera considéré comme expression mathématique à évaluer. Démonstration. Qu'est-ce que j'ai dans pif? Eh bien là, dans pif, j'ai la valeur 5. Parce que là, Unix a bien compris que je faisais référence à l'addition. Alors, vous voyez, la notation est très lourde. Un $parenthèse. C'est malheureusement un des inconvénients du shell. C'est qu'on a une notation qui est assez vite très compliquée. Donc, il faut être rigoureux et ne pas se mélanger les pinceaux. Voilà. Donc, dès qu'on veut faire une opération mathématique, eh bien, on a cette syntaxe basée $parenthèse. En résumé, donc si je tape la commande toto égale titi, qu'est-ce que je fais? Je crée une variable toto qui contient la chaîne de caractères titi. Donc toto, c'est le nom de la variable, toto, tandis que $toto, c'est le contenu de toto, c'est-à-dire dans le cas présent, titi. Le clou du spectacle, la substitution de commande. Alors, ce mécanisme-là permet d'indiquer à Unix qu'une chaîne de caractères doit être considérée comme une commande à exécuter. Quel est l'intérêt de ça? Eh bien, l'intérêt crucial, c'est que ça va permettre de stocker dans une variable le résultat de l'exécution d'une commande. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire variable égale commande. Et ce qui aurait dû s'afficher à l'écran, eh bien, ça va être stocké dans une variable. Donc, j'insiste, au lieu que le résultat s'affiche à l'écran, eh bien, le résultat est placé dans une variable, est affecté dans une variable. Autre intérêt, ça permet également d'insérer une commande Unix dans une autre commande Unix. Alors, on a deux notations, soit l'anticote, c'est-à-dire un apostrophe mais dans le sens inverse, ou soit à nouveau une notation basée $, qui est $parenthèse. Alors, démonstration, il s'agit d'un mécanisme essentiel. On va reprendre l'exemple du cours. Vous voyez que là, ici, je veux afficher la date suivant un format personnalisé. Alors, la date, on l'obtient grâce à la commande date, sauf que moi, je veux un affichage un peu plus joli, du style « on est le » suivi de la date. Alors, je pourrais me dire, je vais utiliser à nouveau echo, « on est le », et puis là, je vais demander l'exécution de la commande date. Comme ça, je pense que à l'écran s'affichera « on est le » dimanche 1er novembre 2020. Alors, que donne cette commande?
Ben, bien entendu, ça donne ce résultat-là qui n'est pas celui escompté. En effet, derrière echo, Unix s'attend à trouver du texte à afficher. Donc là, mon DATE a été pris comme la chaîne de caractères date et non pas comme la commande date. Donc s'affiche à l'écran, on est le date. Donc conclusion, eh bien, pour indiquer que ce DATE n'est pas une chaîne de caractères mais que c'est une commande à exécuter, eh bien, je sors le mécanisme de substitution de commande en mettant le nom de la commande entre $parenthèse. Et donc, grâce à ça, eh bien, on a bien le fonctionnement souhaité. Là, Unix a bien compris que il s'agissait d'une commande à exécuter. Donc, j'ai bien inséré une commande Unix, la commande date, à l'intérieur d'une autre commande Unix, la commande echo. Vous pouvez prendre ce résultat là ici en note sur le polycopier. Alors comment est gérée cette commande, suivant les deux temps qu'on a vus tout à l'heure? Premier temps, Unix va analyser la commande et va regarder les substitutions de variables possibles. Unix va se dire tiens, substitution de commande. Donc Unix va exécuter la commande date et va remplacer ceci par le résultat de l'exécution de la commande. Donc la commande est transformée de ceci en ceci. Et puis deuxième temps, eh bien, c'est cette commande ainsi modifiée qui est exécutée. Donc echo suivi d'une chaîne de caractères. La chaîne de caractères s'affiche à l'écran. Autre exemple. Je suppose que je veux stocker dans une variable qui là ici s'appelle Berlier. Je veux stocker le chemin absolu de mon dossier personnel. Alors, le chemin absolu du dossier personnel, il est donné par la commande pwd. On l'a déjà utilisé à de nombreuses reprises. Et donc, je veux stocker ça dans une variable Berlier. Donc, je me dis, tiens, je vais taper ceci. Dans Berlier, je vais affecter avec le symbole égal le résultat de la commande pwd. Alors, à nouveau, on a une commande qui est acceptée. Mais que contient Berlier? Je vous le donne, Émile. Echo $Berlier. Eh bien, Berlier contient la chaîne de caractères pwd. En effet, toujours pareil, dans une variable Unix, par défaut, on stocke du texte. Donc Unix a compris mon pwd comme étant la chaîne de caractères, le texte pwd. Unix n'a pas compris que je faisais référence à la commande pwd. Conclusion, Berlier contient la chaîne de caractères pwd. Comment puis-je faire comprendre à Unix que pwd n'est pas une chaîne, mais une commande à exécuter? Vous l'avez deviné, substitution de commande avec echo $parenthèse pwd. Et donc dans ce cas-là, voyez que le résultat de pwd ne s'affiche pas à l'écran comme là ici, mais il est enregistré dans la variable Berlier. Et donc que contient Berlier ce coup-ci? Eh bien, Berlier contient ce qui aurait dû s'afficher à l'écran. Donc, vous voyez, le mécanisme est tout à fait remarquable. Dans une variable, je stocke le résultat d'une commande. Donc, la commande, au lieu d'afficher ses résultats à l'écran, elle stocke ça dans une variable. Je peux faire ça aussi avec un affichage multiligne. Si, par exemple, dans Contenu, je stocke le résultat de la commande ls, eh bien, vous voyez que ls n'affiche rien à l'écran, mais tout est mis dans la variable contenu. Alors ls, ça affiche du multiligne, mais ce multiligne, il est dans contenu. Donc vous voyez, contenu contient le contenu de mon dossier courant, séparé par un espace, au lieu que ce soit du séparé à la ligne, mais qu'importe. Donc à prendre en note sur, là ici, le support de cours. Alors comment cette commande va-t-elle être traitée? Premier temps, Unix va rechercher les substitutions, ici substitution de commande. Donc Unix va exécuter la commande pwd et va remplacer ceci par le résultat de la commande pwd. Donc la commande est transformée en ceci. Deuxième temps, c'est cette commande ainsi modifiée qui est exécutée. Donc Berlier égale chaîne de caractères. Eh bien, dans la mémoire de l'ordinateur est créée une variable Berlier qui contient la chaîne de caractères située à droite du symbole égal.
Alors, un petit exercice récapitulatif. On tape au niveau de la commande date égale burp. Que se passe-t-il? Je crée une variable qui s'appelle date qui contient la chaîne de caractères burp. Ensuite, je tape toto égale date. Que contient toto? Je vous laisse réfléchir quelques instants. Ben là, aucun mécanisme d'évaluation ne se produit puisque date est considérée comme la chaîne de caractères DATE. Donc là, toto contient la chaîne de caractères DATE. Il n'y a rien devant date, donc c'est considéré comme chaîne de caractères toute bête. Ensuite, je tape toto égale $date. Que contient toto? N'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo pour réfléchir quelques instants. Et bien là, vous voyez, $date, je fais référence au contenu d'une variable qui s'appelle date. Et justement, là, ici, j'ai déclaré une variable date qui contient la chaîne de caractères burp. Donc, dans toto, j'affecte le contenu de date, c'est-à-dire burp. Donc, toto contient la chaîne de caractères burp. Dernière manipulation, toto égale $parenthèse date. Je vous laisse réfléchir. Alors là, ici, vous voyez, substitution de commande, je fais référence à la commande date qui renvoie à la date du jour. Donc là, dans toto, eh bien, je stocke la date du jour. Avant-dernier point, la substitution des noms de fichiers. Alors, quel est ce mécanisme-là? Eh bien, ça permet de désigner un ensemble de fichiers. C'est-à-dire qu'au niveau d'une commande Unix, on va pouvoir agir sur plusieurs fichiers à la fois. Des fichiers qui se ressemblent par rapport à leur nom. Par exemple, des fichiers qui commencent pareil ou des fichiers qui ont la même extension. Alors pour gérer ce genre de truc, on a ce qu'on appelle des métacaractères, on en a 3. Au niveau d'un nom de fichier, l'étoile désigne 0 ou plusieurs caractères, n'importe lesquels. On a également le point d'interrogation qui désigne un caractère et un seul, n'importe lequel mais un seul. Et on a les crochets qui désignent un intervalle de caractères. Par exemple, qui désigne un ensemble de caractères et non pas un intervalle. Donc par exemple, crochet ABC, ça désigne soit A, soit B, soit C. Et donc, ces mécaractères-là, on va pouvoir les utiliser dans une commande Unix. Et ils vont agir sur tous les noms de fichiers qui respectent le patron, le schéma donné par ces métacaractères. Démonstration. Considérons qu'on soit dans un dossier qui contienne ces fichiers-là. Et admettons qu'à un moment donné, dans une commande Unix, j'utilise la notation PO étoile. Par exemple, RM PO étoile. Eh bien, PO étoile, ça désigne tous les fichiers qui commencent par un P, dont la deuxième lettre est un O, et derrière, n'importe quoi. Autrement dit, tous les fichiers dont le nom commence par PO. Donc, dans notre répertoire d'exemples, quels sont les fichiers qui seraient concernés? Je vous laisse réfléchir. Eh bien, ce sont les fichiers POF et POF-POF. Donc, si au niveau de ma console, je tape par exemple rmpo étoile, eh bien, je vais supprimer les deux fichiers POF et POF-POF. Donc, vous voyez, en une seule commande, j'agis sur un ensemble de fichiers. À prendre en note sur le polycopier. Ensuite, autre exemple, crochet. Donc là, ça symbolise l'alternative. Donc là, je désigne les fichiers qui commencent soit par un P minuscule, soit par un P majuscule. Donc, premier caractère, un P, majuscule ou minuscule. Deuxième caractère, un U, et derrière, n'importe quoi. Donc, dans le cas de cet exemple, eh bien, ça désigne les deux fichiers puf et puf-puf. Donc, pareil, si je tape rm ceci, eh bien, je vais supprimer les deux fichiers puf et puf-puf. Autre exemple. Alors là, ici, je désigne les fichiers dont le nom est de longueur 3. En effet, premier caractère, un P. Deuxième caractère, n'importe quoi. Mais attention, le point d'interrogation représente un caractère. Donc le deuxième caractère est n'importe quoi et le troisième caractère est un F. Donc j'insiste, ce sont les fichiers dont le nom comporte 3 caractères. Premier caractère un P, dernier caractère un F et entre les deux n'importe quoi.
Donc on a pif, paf, pof, puf qui correspondent. Et enfin, dernier exemple. Premier caractère, un P. Deuxième caractère, alors là, vous voyez, j'utilise le tiret. Un tiret, ça permet de désigner un intervalle de caractères. Donc là, A-K, ça désigne toute lettre de l'alphabet comprise dans l'intervalle AK. Donc A, B, C, D, E, F, I, J, K. Donc deuxième caractère, ceci. Et derrière, n'importe quoi. Donc quels sont les noms de fichiers qui correspondent? Eh bien, on a ceci. Premier caractère, un P. Et puis derrière, n'importe quoi, mais compris dans l'intervalle AK. Pour le deuxième caractère. Et pour le troisième, n'importe quoi. Et pour ce qui suit, pardon, n'importe quoi. Autre exemple qui n'est pas dans le cours. Donc vous voyez, j'utilise une copie de fichier étoile.jpg. Alors étoile.jpg, vous voyez que au niveau du nom de fichier, j'autorise tous les noms de fichiers, mais à l'extension .jpg. Donc étoile.jpg, ça veut dire tous les fichiers dont l'extension est .jpg, c'est-à-dire tous les images au format JPG. Et donc ces images, je les copie où? Dans le répertoire Noël 2006. Donc vous voyez, avec le métacaractère, je peux copier un ensemble de fichiers. Donc là, tous les fichiers dont l'extension est JPG seront copiés dans ce dossier-là. Dernier paragraphe, une synthèse. Alors en effet, il se peut que dans une commande Unix, on utilise les trois substitutions de variables, de commandes et de noms de fichiers. Eh bien, dans ce cas-là, il y a un ordre. Unix va d'abord gérer les substitutions de variables, puis les substitutions de commandes, puis les substitutions de noms de fichiers. Donc si toutes les substitutions sont présentes, il y a cet ordre-là qui est respecté. Considérons cet exemple. Donc là, vous voyez, dans cette commande Unix, j'utilise de la substitution de variables là ici, et de la substitution de commande là ici. Comment cette commande va-t-elle être traitée? Donc premier point, la commande va être analysée. Et ce sont d'abord les substitutions de variables qui vont être traitées. Donc Unix va rechercher les substitutions de variables. $home. Ceci va être remplacé par le contenu de la variable home. Donc le répertoire personnel de la personne connectée. Donc la commande est transformée de ceci en ceci. Ensuite, ce sont les substitutions de commandes qui vont être détectées. Donc Unix va se dire, tiens, là ici, substitution de commande. La commande DU permet d'obtenir la taille totale d'un dossier. Donc là, ceci va être remplacé par la taille totale du dossier personnel de M. Gaston, 20 gigaoctets. Et enfin, dernier temps, la commande ainsi modifiée est exécutée. Donc s'affiche ceci à l'écran. Voilà qui termine ce chapitre peut-être un peu long, mais crucial. Donc n'hésitez pas à repasser cette vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, orienté vers le haut bien entendu. Et puis, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour la mise en application de tout ceci en TD. Merci, au revoir.